Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur l'intégration des matières plastiques recyclées. Donc aujourd'hui, nous sommes trois. Et oui, nous sommes venus en masse aujourd'hui. Donc nous avons Guy Chrétien de la Matériothèque. Nous avons Bibiane Barbaza du service intelligence économique et moi-même, Marion Chisquin, du service hygiène, sécurité, environnement. Alors, l'objet de ce webinaire aujourd'hui est un petit peu de vous faire le point sur les matières plastiques recyclées. Donc, on abordera quelques aspects réglementaires, quelques aspects marché ensuite, et enfin des aspects techniques. Alors, vous êtes nombreux à vous connecter, vous pouvez avoir des questions, hein, on vous autorise. Pour ça, il faut nous les adresser par écrit et nous, on essaiera d'y répondre à la fin de la session. Voilà, on essaiera de reprendre vos questions. Et si jamais il y en a sur lesquelles on n'a pas les réponses ou s'il y a des questions qui sont trop nombreuses, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on reviendra vers vous. En tout cas, voilà. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous apporter un maximum de réponses. Et voilà, je pense qu'on peut partir. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense que tout fonctionne au niveau du son et au niveau de l'image. Donc, c'est parti. On va déconnecter nos caméras. Et puis, donc, je vais commencer cette présentation par vous parler un petit peu de quelques aspects réglementaires sur les matières plastiques recyclées. Donc, pour commencer, on va parler du contexte, mais qui est un contexte un peu plus politique finalement que réglementaire. Donc là, je voulais revenir un petit peu en arrière, sans revenir non plus des années et des années, mais déjà vous parler à tous de la feuille de route économie circulaire, donc elle date de avril 2018. Et l'idée, en fait, c'est que dans cette feuille de route, on a 50 mesures et qui visent à tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025. Et l'idée, c'est d'incorporer maximum de matières plastiques recyclées et de susciter ce qu'on appelait des engagements volontaires. Après, plus tard, au niveau Union européenne, mais c'était juste 6 mois après, hein, on a eu la stratégie plastique de l'Union européenne qui a été publiée. Et donc là, l'idée, pareil, c'était d'arriver sur 10 millions de tonnes de plastique recyclé sur l'Union européenne d'ici 2025. Et donc, l'idée, c'était voilà, d'engranger un petit peu ce cycle de l'économie circulaire et d'engranger aussi des engagements volontaires de la part des entreprises. Donc ça, on va dire, c'est des gros sujets, on va dire la feuille de route au niveau national et la stratégie plastique au niveau Union européenne. Et derrière, ça s'est traduit par aussi des engagements des donneurs d'ordre. Alors, je ne veux pas tous les citer, hein, mais par exemple, on peut citer la CPA, donc la Circular Plastic Alliance, qui date de septembre 2019, donc elle a juste un an. Et donc là, on a des gros acteurs, en fait, hein, des acteurs clés de l'industrie plastique européenne, qui, eux, voilà, ont pris des engagements et eux, ils sont partis sur un engagement aussi de 10 millions de tonnes de plastique recyclé dans les produits et les emballages d'ici 2025. Donc, l'idée de tout ça, en fait, c'est, vous voyez, les chiffres, ils sont quand même relativement cohérents. 10 millions de tonnes sur l'Union européenne. Au niveau de la France, ça représente à peu près 1 million de tonnes, hein, puisque du coup, enfin, de façon générale, on représente 10% de la production au niveau européen. Ça, c'est un petit peu le contexte politique qu'on avait jusqu'à il y a un an. Et puis, les choses se sont un petit peu précipitées, puisque à cela s'est ajouté du contexte réglementaire. Je pense que vous avez tous entendu parler de la directive européenne sur le plastique à usage unique qui a été adoptée, c'était en juin 2019, et du coup qui est venue interdire toute une liste d'objets en matériaux plastiques à usage unique. Et puis, on est allé un peu plus loin aussi en France parce qu'on a eu la loi économie circulaire. Donc, sans refaire non plus tout l'historique, moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est déjà savoir est-ce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, juridiquement parlant, d'intégrer des matières plastiques recyclées. Parce que c'est vrai que voilà, on en entend quand même beaucoup parler. Donc, nous, en France, on va avoir la loi du 10 février 2020. Donc, c'est la loi sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, donc c'est la loi AGEC, c'est son petit nom. Donc, elle est assez considérable parce qu'elle a 130 articles. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la problématique qu'on a aujourd'hui, hein, c'est qu'on attend une centaine de décrets et d'arrêtés pour pouvoir l'appliquer, ce texte. Et ce texte, il est assez ambitieux parce qu'on a un échéancier qui va au moins jusqu'en 2040, en fait. Donc, ce n'est pas une loi simplement pour les 2-3 prochaines années. Et dans cette loi, qui est quand même assez importante, on a quelques articles qui parlent du plastique recyclé. On a donc l'objectif de tendre vers 100% de recycler en 2025. Donc ça, c'est un objectif qui est très ambitieux. Aujourd'hui, les professionnels du secteur s'accordent à dire que ça ne sera pas forcément atteint.
mais on va quand même tout faire pour. Et ensuite, à l'article 61 de cette loi, qui a été introduit depuis dans le Code de l'environnement, il indique, cet article-là, que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et de matériaux pourra être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matières plastiques recyclées. Et donc, là-dessus, il va falloir qu'on… Enfin, on a des choses dans la loi, mais c'est quand même très vague, hein. Ils disent qu'il faut que l'analyse de cycle de vie de l'obligation soit positive, enfin, c'est le genre de choses. Donc, en fait, on attend un décret qui va nous dire quels sont les produits qui sont concernés, quels sont les taux de matières plastiques recyclées qu'on doit intégrer dedans, quelle sera la trajectoire pluriannuelle, parce que peut-être qu'on aura quelque chose, ça sera du 5%, du 10%, du 20%. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend aussi par matières plastiques renouvelables qui vont être exemptées de cette obligation-là? Comment est-ce qu'on va calculer les taux? Comment est-ce que ça va être contrôlé? Tout ça, on attend des décrets et des arrêtés. Aujourd'hui, du coup, je vous disais qu'on a plus d'une centaine de textes qu'on attend. On a eu un calendrier qui a été publié là en septembre par le ministère et enfin, ce texte-là n'est pas dans les priorités, on va dire. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, mais demain, ça le sera très certainement pour une grande quantité d'articles. Et si ça ne devient pas une obligation, ça va devenir une grosse incitation, en tout cas, parce que justement, si on veut avoir de plus, enfin, si on veut tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, donc ça veut dire déjà que les plastiques vont devoir être recyclables pour qu'ensuite ils soient recyclés. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec beaucoup de matières plastiques recyclées sur le marché. Et pour cela, il va bien falloir les utiliser quelque part. Donc, en fait, c'est là-dedans aussi où on va avoir soit des obligations, soit des grosses incitations financières à les utiliser pour justement organiser toute cette filière-là. Voilà ce qu'on peut dire sur la loi, juste sur cette partie matière plastique recyclée. Après, je commence à aborder un peu cette question, mais est-ce qu'on a des incitations financières finalement aujourd'hui à intégrer du plastique recyclé? Est-ce qu'il y a un intérêt économique, juridique, on va dire? Eh bien, pour certains secteurs, donc les secteurs qui sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs, donc on a une éco-contribution qui peut être modulée en fonction des paramètres environnementaux de vos produits. Donc là, par exemple, je parle de toutes les filières qui sont dans l'électroménager, qui sont… enfin, oui, ouais, donc toutes ces filières-là qui aujourd'hui, quand on achète un produit, on a un montant, on a une éco-contribution. Aujourd'hui, ces filières, on en a une dizaine, douzaine en France. Demain, on en aura beaucoup parce que dans la loi, on va avoir la filière des jouets qui va être mise en place. On va avoir les filières aussi du BTP. Enfin, on aura aussi toutes celles des articles de sport, les articles de jardinage, les articles de bricolage. Donc tout ça, ça va être des secteurs qui vont être soumis à responsabilité élargie du producteur. Donc aujourd'hui, j'imagine que parmi vous, il y en a pas mal qui sont aussi dans le secteur de l'emballage, c'est le cas. Et donc, au niveau de l'emballage, l'éco-organisme de la filière, c'est Citeo. Et Citeo, nous, ils nous expliquaient, hein, parce qu'on est souvent en contact avec eux, c'est que cette éco-contribution, souvent, c'est le deuxième ou le troisième coût le plus important dans le coût d'un emballage. Donc, en fait, adopter une démarche d'éco-conception, c'est très intéressant sur le plan financier lorsqu'on dépend d'une filière REP. Parce que justement, l'éco-contribution, elle va varier en fonction de la quantité de matière utilisée, de l'incorporation de matière recyclée, si vous utilisez quelque chose qui est réparable, qui est durable, est-ce qu'on peut le réemployer, le réutiliser, voilà. Et donc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est quand même important à prendre en compte. Et comme demain, on aura beaucoup de filières à responsabilité élargie des producteurs, c'est quelque chose aussi à anticiper là-dessus. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais vous parler, donc là, on sort un petit peu du réglementaire, mais je voulais vous dire qu'on a un plan de relance actuellement, hein, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ça, pour accélérer, on va dire, la croissance et remettre en route un peu le système productif national. Et dedans, on a plusieurs mesures qui concernent le recyclage des plastiques. Alors, on a une aide financière aux études et tests de faisabilité à l'incorporation de matières plastiques recyclées et un soutien financier aussi aux investissements des entreprises dans l'adaptation de leurs équipements pour intégrer davantage de matières plastiques recyclées. Donc ça, ces deux premiers points, ça fait partie de l'appel à projet Orplast 3. Je vais y revenir. Mais sachez qu'il y a deux autres points aussi. Il y a une aide à l'approvisionnement en tonnes de matières plastiques recyclées à travers un soutien direct au fonctionnement des plasturgistes et des transformateurs qui permettent de soutenir la demande.
Donc là-dessus, c'est un autre appel à projet qui a été publié la semaine dernière et qui se clôture à la fin du mois d'octobre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je sais que nous, de notre côté, on a fait une communication auprès de tous nos adhérents qui font du compound et qui sont dans le recyclage du matière plastique. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Il faut être très rapide. Et on a également un soutien à la recherche et au développement du recyclage chimique des plastiques qui est prévu dans le plan de relance. Moi, je vous le dis, je voulais vous parler un petit peu plus de Orplast 3 parce que Orplast 3, en fait, il est à destination, ce volet-là, donc des PME, et il vise vraiment à vous accompagner à faire des études. Si aujourd'hui, vous n'utilisez pas de matière plastique recyclée parce que vous vous dites ça ne correspond pas à mon secteur d'activité ou alors c'est trop compliqué ou j'utilise des matières qui sont techniques, vous pouvez avoir besoin d'études justement pour analyser la faisabilité de l'incorporation parce que les technologies, elles évoluent beaucoup et je pense que Guy pourra nous en dire un mot là-dessus. Et ensuite, vous pouvez, à l'issue de ces études, vous dire, bah oui, mais maintenant, moi, j'ai besoin d'un broyeur, j'ai besoin de tels éléments. Et donc, là, vous pouvez avoir des soutiens financiers aux investissements. Juste pour vous faire un petit aspect financier, c'est que Orplast 1 et Orplast 2, on avait eu 28 millions d'aides pour 125 projets. Et là, on a un budget qui n'est pas exactement chiffré, mais qui serait supérieur, en tout cas, au total de Orplast 1 et Orplast 2. Voilà. Sachez qu'on anime des webinaires dédiés à Orplast et qu'il y en a un ce jeudi. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Et sinon, de toute façon, ils sont tous accessibles en replay. Pour y aller brièvement, du coup, au niveau des projets qui sont accompagnés, donc, comme je vous disais, il y a des aides au diagnostic et études de faisabilité avec des expérimentations liées à l'intégration de matières plastiques recyclées, des études, des essais et puis après des investissements. Vous aurez toutes les présentations, donc je vous laisserai regarder ça dans le détail. Et ce que je vous disais aussi, c'est que les entreprises qui pourront être accompagnées sur ces volets-là, ce sont des PME. Donc, vous savez, une PME, elle est définie par sa taille et par ses ressources. Du coup, pour la taille, on est en dessous de 250 salariés pour une entreprise moyenne, en dessous de 50 pour une petite entreprise. Et après, il faut regarder ces deux paramètres de chiffre d'affaires et de total du bilan. En général, vos services comptables savent si vous êtes classé PME au sens de l'Union européenne ou non. Et sinon, il y a cette publication-là qui peut vous aider à vous identifier, mais sachez que l'ADEME est à votre disposition, ainsi que le pôle de compétitivité, pour vous aider à répondre sur ces questions-là. Voilà. Et enfin, je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler du label MORE, parce qu'une fois que vous commencerez à intégrer du matière plastique recyclée, ou si vous le faites déjà, n'hésitez pas, demandez votre label. C'est quelque chose qui se fait très rapidement. En fait, il faut remplir un questionnaire en ligne. En une dizaine de minutes, c'est rempli. C'est un label qui est annuel. Donc, si vous avez eu si vous avez eu le label 2019, il vous faut aussi le label 2020. Et en fait, l'idée de ce label, pour la profession, nous, ça nous permet d'avoir un petit peu des données chiffrées, de savoir quelle est la progression, de se dire, ah bah là, on utilisait 300 000 tonnes, demain, on en utilise 600 000. Ça nous permet aussi vis-à-vis du gouvernement de dire, bah, vous voyez, le million de tonnes en 2025, on va y arriver, donc il n'y a pas forcément besoin de nous mettre une réglementation plus contraignante. Ça, c'est quand même très important d'un point de vue de profession. Et vous, de votre côté, ça vous permet aussi d'avoir tout un petit kit de communication et de voir comment est-ce que vous pouvez commencer à initier une communication un petit peu responsable sur la RSE, voilà, en quoi le fait d'utiliser des matières recyclées aujourd'hui vous permet de diminuer votre bilan carbone, ce genre de choses. Voilà. Donc, les liens sont actifs. N'hésitez pas à vous connecter. Et je vais laisser la place à ma collègue. C'est au tour du bien. Alors, je m'excuse, je voulais cliquer ailleurs et j'ai donné l'invitation à Marion. Donc, je suis Viviane Barbaza du service intelligence économique et je voulais vous parler du mieux que je peux du marché du recyclage des matières plastiques. Non, il ne peut plus tourner. Okay. Alors, donc déjà pour clarifier, je vais évidemment vous parler plus du recyclage mécanique parce que c'est un marché, on va dire, qui est beaucoup plus mature que celui du recyclage chimique ou moléculaire, où il y a d'autres noms. Et aussi, c'est celui, du coup, où on a le plus de données. Donc, pour revenir vraiment à la base de la base, le recyclage mécanique, c'est on prend un déchet plastique, souvent des emballages, on va le trier, le nettoyer, le rebroyer, peut-être le traiter un petit peu, et ça fait en fait un matériau polymère dont on n'a pas touché en fait la structure chimique.
Et donc, c'est la majorité pour l'instant des polymères régénérés en Europe. Depuis, alors, ce n'est pas forcément des techniques si jeunes que ça, mais on va dire on commence à les industrialiser. Il y a le recyclage chimique ou moléculaire. Il y en a qui trouvent que chimique, c'est vachement péjoratif comme qualificatif, donc on peut dire moléculaire. Et là, en revanche, on va prendre un déchet plastique, bien souvent des déchets un peu difficiles à traiter, par exemple des tubes cosmétiques qui ont été métallisés au marquage à chaud, et du coup, c'est plus facile pour séparer le métal, etc. Et là, on s'attaque vraiment à la structure moléculaire du matériau pour pouvoir obtenir un monomère. On le dépolymérise. Donc après, quand on le repolymérise, en revanche, on a un matériau qui est en tout point comparable à un polymère vierge qu'on pourrait acheter auprès d'un Total, d'un Sabit, etc. Donc, l'intérêt pour ces technologies, il est grand parce que évidemment, ça peut lever des freins dans pas mal d'applications sur lesquelles je reviendrai plus tard, notamment l'alimentarité. Et ça peut aussi, comment dire, quand on a des Nobel Basel, etc., derrière, on va dire qu'on peut avoir à terme des quantités d'approvisionnement qui vont être bien plus importantes. Donc, il y a aussi la question de la diversité des flux. Il y a les déchets post-industriels, donc souvent, il y a les carottes, les scraps, il y a aussi pas mal de films qui sont récupérés, et puis il y a le déchet post-consommateur, qui en général est bien plus varié, qui ne peut pas être rebroyé en interne ou dans les entreprises où on va dire directement à un recycle. Donc après, il y a une question qui revient souvent, en tout cas, c'est un peu la légende urbaine, c'est les prix des matériaux recyclés sont bien souvent plus élevés que ceux des matériaux vierges. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est pas tout le temps vrai. J'ai fait des moyennes à partir des indices de la base de données taille qu'on utilise. Donc entre août 2019 et août 2020, le prix des PEBD vierges films, du coup, était en moyenne 371 € plus cher qu'un PEBD recyclé. Le prix d'un PEBD vierge pour l'injection était en moyenne 667 € plus cher qu'un PEBD recyclé. Le PEHD injection vierge était en moyenne 458 € plus cher qu'un PEHD injection recyclée, j'en passe. Enfin, les PP homopolymères, c'était 416 € plus cher en vierge que du recyclé. En fait, le seul matériau où c'est constamment plus cher, et c'est vraiment un marché à part, c'est le RPET qui, lui, en moyenne, sur l'année, en Europe, je rappelle, ça veut dire qu'en France, ça peut varier un petit peu, il était 266 € plus cher qu'un matériau vierge. Donc, en plus, les prix vont dépendre aussi de l'origine du déchet. Si c'était un PET soufflage, un PET thermoformage, est-ce qu'il vient du post-industriel ou du post-consommateur? Évidemment, les prix varient, ça vaut aussi pour les autres matériaux. Et donc, pourquoi on dit que les recyclés sont en moyenne plus chers que le vierge? Au-delà du fait que c'est vrai pour le PET, c'est souvent, et c'est un adhérent qui m'a expliqué, qu'il y a la concurrence du grade upgrade. Donc, le grade upgrade, c'est un matériau vierge qui a quelques petites non-conformités, par exemple des taches noires ou une couleur un peu bizarre. On ne peut pas l'utiliser pour des applications où l'esthétique est importante, mais par exemple pour faire de la canalisation, qui est des petits points noirs, on s'en fiche un peu. Et donc, je reprends l'exemple du PEHD canalisation. Quand il est vierge en France, il peut être proposé autour de 900 € tonne, c'est souvent. En upgrade, il va être proposé à 700 € tonne. Donc déjà, là, on a un différentiel de prix qui est assez intéressant pour un acheteur. Et le recyclé, lui, va être proposé à 800 € tonne sur un grain de canalisation. Donc, on a un matériau vierge qui, là, l'esthétique n'est pas un problème. Il est moins cher que le recyclé et il n'y a potentiellement pas besoin de nettoyer les machines, etc. Donc, évidemment, c'est intéressant. Enfin vient le recyclage chimique où là, on va dire, comme ce n'est pas une technologie qui est industrialisée vraiment à 100% et qui est, à dire, en tout début de commercialisation, nous, chez Avisé, on a des adhérents qui commencent à réaliser des tests avec des matériaux pour leurs donneurs d'ordre, etc. Donc, on va dire, ils arrivent à s'approvisionner à quelques dizaines de tonnes. En revanche, du 1000 € tonnes par an, aujourd'hui, ce n'est pas possible, quoi. Donc, évidemment, on a un différentiel de prix qui est très élevé. Pour les polyoléfines, par rapport aux vierges, il peut être de 800 à 1400 € selon le grade à la tonne, selon le grade des producteurs. Et pour les copolyesters, il serait de 30% environ avec le vierge. Donc, effectivement, dans les applications, on va dire, typiquement, avec ces prix-là, on ne va pas utiliser un matériau issu du recyclage moléculaire pour faire un pot de fleurs. Voilà. Il faut qu'il y ait, on va dire, un vrai plus à côté. Donc, il y aura toujours un écart de prix important parce que construire un site de recyclage chimique, ça suppose quand même de grosses installations. Ce n'est pas une petite usine. Donc, le temps que les producteurs amortissent ces investissements, vous pouvez vous attendre à quand même un différentiel de prix important. Et
moi, je pense que vous pourrez vraiment vous approvisionner sérieusement d'ici peut-être 1 à 2 ans selon les cas, parce que bon, bah, on a Total, Hyundai Basel qui font des annonces, je reviendrai dessus. Et là où ça peut être intéressant, c'est le contact alimentaire, parce que pour le recycler mécanique, bah, c'est Marion qui en parlait lors de la dernière commission achat. L'EFSA ne veut pas se prononcer avant 2023. Donc le recyclage chimique, comme on a l'équivalent d'un matériau vierge, c'est bien. En plus, souvent, ah oui, je voulais aborder ça, souvent c'est du mass balance, en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire que bah, comme en fin de parcours du recyclage moléculaire, on a un matériau, comme je le disais, qui est en tout point similaire à un matériau vierge, bah, c'est mélangé à du matériau vierge. Et pour vous assurer, notamment si vous voulez passer les certificats ISCC, bah, il faut prouver que vous utilisez bien un matériau recyclé du début à la fin de la chaîne de valeur. Donc votre fournisseur, il va dire que c'est un matériau mass balance recyclé, certifié, etc. à tant de pourcentage. Et ce que ça veut dire, c'est que dans tout son lot de production de matériaux, il y a, je ne sais pas, 50% de matériaux recyclés moléculairement et le reste du vierge. En revanche, vous, dans votre Big Bag, bah, vu que moléculairement, c'est exactement la même chose, vous ne pourrez pas différencier. Donc, c'est là que ça vient vous aider pour votre certificat ISCC et à vous, en fait, de calculer les quantités qui sortent de votre entreprise pour pouvoir certifier à votre donneur d'ordre. Alors, désolée, j'ai un peu de problème. Voilà. Les slides, elles sont un peu récalcitrantes. Donc, je voulais faire quelques précisions en fait, sur la filière française des matériaux plastiques recyclés mécaniquement avant la crise, hein, parce qu'on va dire en 2018, le recyclage chimique, on en entendait un peu parler, mais ce n'était pas non plus une vraie tendance de fond, hein, c'était plutôt un signal faible. Donc, selon les chiffres de la Fédérec, il y avait 479 sociétés qui collectaient des plastiques en 2018. Et 2018, c'était déjà pas une année facile. Il n'y avait pas encore le coronavirus et compagnie. Et on sentait qu'une petite crise allait arriver, donc il y avait une perte de 4,5% du CA. Pourquoi? Parce qu'en fait, les déchets industriels sur lesquels une grosse partie de cette industrie en France se repose était en train de baisser, alors que le prix des déchets, lui, forcément, il ne varie pas autant, ou il ne suit pas les variations. Et il y avait également le coup, ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire la Chine a lancé sa politique du National Sword, alors la Chine, hein, c'était un peu le dépôt à déchets plastiques, carton, métaux, métalliques, un peu difficile à traiter du monde. Donc pour l'Europe en entier, c'était, je crois, 7 millions de tonnes. La France, c'était 1,5 million de tonnes de déchets qui partaient en Chine, parmi lesquels, entre autres, des films à laver. Et la Chine, elle a dit stop, hein, on est passé de millions de tonnes à l'échelle mondiale à quelques dizaines de milliers de tonnes aujourd'hui. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, ils vont continuer à resserrer l'entonnoir pour apporter de moins de déchets. Et c'est pas passé ça, c'est la Chine a fait cette annonce. Donc, les recycleurs européens et états-unis, ils ont paniqué. Et puis, en fait, il y a la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande qui ont suivi. Donc, on va dire toute l'Asie et l'Asie du Sud-Est, c'est fermé maintenant pour les déchets. Donc, ils se retrouvent dans nos hangars en Europe. Et ce n'est pas forcément des déchets faciles à traiter. Donc, nous, on n'a pas forcément le maillage industriel pour les traiter rapidement et efficacement. Bien sûr, il y a des investissements qui se font depuis 2018. Mais disons que voilà, il y avait pas mal de déchets à traiter. Pour les recycleurs qui avaient d'autres problèmes sur les bras, c'était un peu compliqué. Il y avait aussi moins de débouchés à l'export, hein, du fait que voilà, la Chine veut être aussi indépendante au niveau de ses matériaux. Les États-Unis, eux, ils sont carrément exportateurs, hein, donc un peu compliqué. Et enfin, il y avait la baisse de la demande pour certains produits, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est encore, voilà, ça dépend de quel côté on se passe, mais pour les recycleurs, c'était pas génial. Les États-Unis exploitent le gaz de schiste, ils produisent des polyoléfines, surtout des PE, à très très bas prix. Et en Europe, les acheteurs pouvaient acheter des matériaux vierges, donc des PEBD, surtout, ça arrivait un peu au PET, à quelques dizaines d'euros-tonnes de différence du monomère. Donc, acheter un polymère recyclé quand on peut avoir du vierge à bas prix, ce n'était pas forcément intéressant, donc ils affrontaient une baisse de la demande et 2019, en ce sens-là, devait être une année charnière parce qu'il y avait une augmentation du stock de produits à trier, des déchets plus ou moins complexes. Il y avait aussi, on va dire, un premier élan réglementaire. Il y a des grandes villes qui sont passées on récupère tous les déchets, on trie tout et potentiellement on les recycle. Et il y a aussi le risque d'arrêt du tri en entreprise. C'était Fédérec qui avait observé que depuis quelques années, le tri en entreprise diminue. Donc pour eux, ça fait moins de déchets post-industriels, ou en tout cas de bureaux, qui sont un peu plus faciles à trier, à traiter, qu'en général un peu en meilleur état.
Et enfin, il y avait toutes ces questions de mise en place de la consigne et des filières REP qui étaient encore un peu floues à l'époque, mais c'était autant d'enjeux dans une situation qui n'était pas géniale. Il ne veut vraiment pas changer. Je pense que si, il est. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui suit. Je le passe. Ouais, si tu peux. Moi, il ne veut pas. Donc, je reprends un peu les chiffres de Marion. Donc, selon le SRP, il y a eu 436 000 tonnes produites en 2018. Le SRP, c'est le syndicat des régénérateurs de matières plastiques, pour ceux qui ne connaissent pas, et dont un tiers qui ont été exportés. Il y avait donc le label MORE atteste qu'il y a eu 380 000 tonnes, 90 000 tonnes environ au moins utilisées en 2018 par les plasturgistes français, avec environ 10% des plasturgistes français qui utilisent des MPR. Et on a un objectif super ambitieux d'1 million de tonnes de MPR en France en 2025. Mais après, il y a toujours ces problèmes entre écart de prix, j'ai envie de dire, entre matières plastiques recyclées et polymères vierges, ou plutôt polymères off-grade. Il y a toujours, bon, alors le coronavirus a un peu mis des bâtons dans les roues dans les flux logistiques mondiaux, mais il y a ces questions d'importation de polyolépines en provenance des États-Unis, parce que les polyolépines, mine de rien, c'est quand même un gros volume de matériaux recyclés qui peuvent être utilisés. Pendant ce temps-là, en fait, les coûts d'exploitation des recycleurs, ils sont importants. Ils sont toujours d'actualité, crise ou pas crise. Par exemple, Patrick, son usine dans les Yvelines, c'est 70 millions d'euros par an de coût d'exploitation. Donc, ça peut vite être embêtant. Donc, on a tous ces enjeux, toute cette pression qui s'accumule autour d'une filière. Et pourtant, il y a des donneurs d'ordre qui se lancent. Donc, je vais reprendre quelques exemples qui n'ont pas forcément vocation à être exhaustifs de tous les élans, mais c'est les plus gros. Moi, je me souviens que Renault, fin 2019, annonçait travailler au développement technique de recyclage des PP issus des véhicules en fin de vie avec Veolia. Pour en mettre dans ces véhicules, il y a Total aussi qui faisait l'acquisition début 2019 de Sinova, qui est un recycleur de polypropylène, là encore, pour en fait approvisionner les constructeurs et les équipementiers automobiles. Dans la même veine, Volvo annonçait, je crois, mi-2019, qu'ils voulaient au moins 25% de matières plastiques recyclées dans tous les plastiques qu'ils utilisent dans leurs véhicules d'ici 2025. Donc, c'est des très, très grosses augmentations de consommation de volume. Il y a Toyota qui, lui, déclarait dans son rapport RSE annuel en 2019 avoir déjà utilisé au moins 20% de NPR dans ses véhicules. Donc, ça, c'est pour l'automobile, pour dire qu'il n'y a pas que l'emballage. Je n'ai pas fait le BTP, mais il y a sûrement de grosses annonces aussi. Et à Coca-Cola qui, lui, vise 50% de matières plastiques recyclées dans tous ses emballages d'ici 2030, sachant qu'en fait, ils partent de seulement 20% aujourd'hui et la moitié de ces volumes, c'est du RPET. Donc, on sait tous que Coca-Cola vend des millions de bouteilles par an de soda, donc ça fait des gros volumes. PepsiCo annonce 25% de MPR dans tous ses emballages en 2025, ils sont à 4% en 2019, donc là aussi, c'est exponentiel comme besoin. Nestlé, qui lui disent, ils misent un peu plus bas, 15% d'ici 2025, sachant qu'ils en sont qu'à 3% en 2020, donc on multiplie des consommations de matières plastiques recyclées par 5, quoi. Et L'Oréal, qui lui, on va dire, vise 100% de recyclés ou biosourcés pour ses plastiques d'ici 2025. Donc là aussi, c'est d'énormes volumes. Et en fait, ça, c'était tout avant la crise sanitaire. Et jusqu'ici, aucun n'a remis en question, malgré la crise, la baisse de la consommation de certains produits. Ça a été le cas de la boisson, du maquillage. En tout cas, ce n'est pas des objectifs qui ont été remis à plus tard. Donc, comment, en fait, la filière plastique, j'ai envie de dire française, européenne, mondiale, qui est la problématique, elle est commune, va pouvoir s'adapter. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Et par-dessus tout ça, en Europe, donc il y a une nouvelle qui est tombée cette nuit, je vais en parler de toute façon. L'UE, en fait, pour son budget, pour notamment refinancer un peu toutes ces dépenses qui ont été générées par la crise sanitaire, voulait instaurer potentiellement une taxe sur les plastiques, donc non recyclés, non recyclables. Et jusqu'ici, on savait que potentiellement ça pouvait être appliqué. En revanche, il fallait encore que ce soit validé par le Parlement et le Conseil européen. Donc, le pitch, c'est que c'est une taxe de 80 centimes par kilo de déchets plastiques non recyclés, non recyclables mis sur le marché. Elle devrait, dans le meilleur des cas, entre guillemets, s'appliquer dès janvier 2021. C'est demain. Et les modalités de, on va dire, prélèvement de la taxe, c'est aux États membres de décider comment ils feront. Donc, cette nuit, il a été annoncé qu'en fait, le 16 septembre dernier, le Parlement a voté pour, avec 456 voix, il me semble. Et le Conseil européen, lui, l'a validé aussi. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la ratification
au niveau national. Et Marion m'expliquait tout à l'heure qu'au niveau de l'État français, ce sera notamment, on va dire, détaillé dans le prochain projet de loi des finances qui est attendu en fin d'année. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, ce serait plutôt l'État qui réglerait directement. Il n'y aura pas forcément un prélèvement direct auprès des plasturgistes. Je sais qu'en Italie, ils s'interrogent sur. En fait, il est rarement question dans les textes que j'ai lus dans les différents États européens de taxer directement le plasturgiste, même si évidemment, si on taxe son donneur d'ordre, il y a moyen qu'il le répercute sur son fournisseur. Mais en Italie, ils se demandent est-ce qu'on, plutôt que de taxer la marque, est-ce qu'on ne taxerait pas le distributeur, le metteur sur le marché final. Donc, tout ceci, c'est autant de problématiques qui font que, évidemment, l'ensemble des acteurs de la filière aujourd'hui, avec le contexte actuel que je vais détailler, mise gros sur le recyclage chimique. Dans le plan de relance, je crois que c'est 70 millions d'euros qui sont consacrés au financement de la R&D juste en France. Je pense que d'autres États vont en faire de même. Donc, on a la crise sanitaire qui a évidemment provoqué la chute des cours du pétrole à l'échelle mondiale. Donc, les prix des matériaux recyclés sont moins compétitifs parce que ils ne peuvent pas s'aligner. Et puis, au bout d'un moment, un recycleur, il ne peut pas baisser sans arrêt ses prix. Il ne peut pas vendre à perte. Il y a le durcissement du cadre réglementaire dont l'agenda ne ralentit pas, donc on a de plus en plus de pression. Et là, on a un peu ce Deus ex machina, l'émergence du recyclage chimique. Donc, je pense qu'il y aura une véritable industrialisation selon les cas. Aux États-Unis, ils sont un peu plus en avance sur les PS, par exemple, alors qu'en Europe, ça commence avec nous d'ici 1 à 2 ans. Les vos donneurs d'ordre, je parle surtout des grands groupes qui peuvent être intéressés, ils vont se positionner, je pense, dès l'année prochaine sur des gros volumes. Et la vraie commercialisation, ce sera peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans, de ces matériaux qui, je ne sais pas si ça va non plus marcher, Mais en tout cas, au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de ces matériaux sur le territoire européen. Et les prix vont peut-être baisser un petit peu, même s'ils risquent d'être plus chers pendant encore 5-10 ans. Donc, c'est un potentiel intéressant, évidemment, des secteurs agroalimentaires et cosmétiques. J'ai des adhérents qui font déjà des tests. Il y a Californie qui a déjà lancé un produit avec Eastman. Il y a un potentiel intéressant pour les applications médicales, mais là, c'est un autre cadre réglementaire, donc c'est trop tôt pour le dire. Mais je pense qu'en tout cas, certains donneurs d'ordre ont déjà leurs yeux dessus. Et voilà, il y a toujours cette problématique des prix. Donc, comme je disais, pour les populaires, ça ne vaut pas trop le coup. Donc, je voulais juste, avant de donner la parole à Guy, revenir sur les dernières annonces. Donc, il y a le centre technique du VTT en Finlande qui veut à la fois investir et faire de la R&D pour moderniser et digitaliser le recyclage mécanique, mais aussi booster un peu le recyclage chimique du PS en Europe. Il y a Total qui veut construire une usine en 2023 avec son partenaire Plastic Energy pour fabriquer du plastique recyclé moléculairement. Il y a Suez et Loop en Europe aussi qui se sont alliés pour le recyclage chimique du PET. Il y a Lyondell-Basel qui, lui, va recycler chimiquement des polyoléfines en Italie à Ferrara. Et là, il y a Ineos qui a annoncé que le site français de Wingles, dans le Nord, va être utilisé pour recycler chimiquement du PS. Donc, il y a plein de news tout le temps. Vous pouvez les suivre dans notre veille, je les fais passer en priorité. Et d'ici la fin d'année, je ferai un gros récap sur toutes les annonces qui ont lieu avec des petits détails. Et je vous invite à surveiller notre site internet pour pouvoir capter cette information. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Guy. Bon, Guy, apparemment, c'est un peu récalcitrant. N'hésite pas à me dire si tu veux que je tourne les pages. Non, je crois qu'il maîtrise la situation. On n'entend pas Guy, par contre. Il va falloir que tu mettes le micro. Voilà, ça y est, j'avais oublié de mettre le micro, bien sûr. Le gag. Alors, faut-il avoir peur des matières plastiques recyclées, puisque on sent un peu des récalcitrants un petit peu à utiliser ce type de matière. Eh bien, il n'y a pas de problématique, puisque la matière première recyclée est une matière comme les autres. Chimiquement, c'est exactement la même chose, c'est le même motif. Qu'est-ce qui va bouger? C'est un peu la structure, les chaînes seront un tout petit peu plus courtes par rapport à la matière vierge d'origine, et une distribution des chaînes un peu plus large que j'ai matérialisée avec des petites flèches sur mon petit graphique en haut à droite. C'est plutôt, on tend plutôt vers la gauche, vers les plus basses chaînes macromoléculaires. Donc, ça va impacter un petit peu le process, mais ça est un tout petit peu aussi légèrement les propriétés mécaniques. Mais après, ça va dépendre du cahier des charges initial.
mais ça ne va pas modifier profondément les choses, on va le voir. Au niveau du process, qu'est-ce que ça va impacter? Ça va impacter la température de fusion qui va être un peu plus basse puisque les chaînes seront un petit peu plus courtes. Donc la matière, ben, du coup, elle est un petit peu plus fluide et on a un écoulement matière dans les empreintes ou dans les filières, dans les outillages, qui va être éventuellement différent. Ce n'est pas systématique non plus. Voilà, bon, j'ai mis un petit truc en bas sur l'empreinte carbone qui effectivement est un petit peu plus basse, du fait qu'on va avoir besoin de moins de température pour chauffer la matière et du coup moins de froid pour la refroidir. Donc du coup, il y a un bilan énergétique en termes de transformation qui est quand même un peu plus bas. Voilà, oula, là, y a tac. Voilà. Les matières plastiques donc recyclées, la plupart du temps, elles ont une fiche technique qui reprend systématiquement le grade, donc le MFR, le module de traction, quelquefois, souvent le module de flexion, des HDT, le VICAN, le taux de charge, colorimétrie, disons les bases des données techniques qui sont intéressantes. Il y a une souris qui se balade, c'est pour ça que ça change automatiquement les diapos. Donc j'ai mis un exemple de fiche ici, et il y a des fiches qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes chez certains fournisseurs. Donc ça sous-entend qu'un vrai recycleur, si on appelle un vrai recycleur comme ceci, c'est quelqu'un qui a un laboratoire derrière et qui fait des analyses sur sa matière, qui trie la matière et qui analyse. L'impact de cette matière recyclée sur le produit fini, on a pu observer que la masse est un petit peu différente, elle est un peu plus élevée à densification égale sur un process, parce qu'il y a des petites chaînes qui vont se mettre à l'intérieur des grosses chaînes. Donc du coup, la masse est un tout petit peu plus importante, mais sensiblement, c'est pas énorme, 1%, environ 1% pour les polyoléfines par exemple. Au niveau dimensionnel, on aura certainement des cotes un petit peu plus faibles, mais ceci n'est pas systématique. En général, on l'a sur des polyoléfines, certains ABS, mais quand je dis plus faible, c'est vraiment c'est vraiment très faible, c'est assez petit. Mais ça, il faut le vérifier parce que si on utilise le même outillage pour utiliser une matière recyclée, il se peut qu'on soit obligé de modifier un tout petit peu les cotes si on a des cotes extrêmement précises à tenir. Ces cotes sont plus faibles, bien sûr, ça va dépendre aussi de la fonction du type de matière et des conditions de mise en œuvre qu'on va utiliser, bien sûr. Et là, c'est une petite base à données à incrémenter au niveau de chacune des entreprises. Au niveau de température de transformation, si elle est basée sur la matière vierge, bien sûr, on aura une matière qui sera trop chaude, dont certains désagréments que certains qui ont voulu tester des matières à des MPR sans vigilance, ils se sont trouvés en face des matières trop chaudes, donc effectivement des problématiques d'aspect, de code, de rotassure sur les pièces qu'ils n'avaient pas avant avec une matière vierge. Donc là, si on utilise cette température, on va avoir des difficultés, bien sûr, sur le process. Si on se base sur le MFR, donc quelque chose qui est plus adapté à la matière, on aura des résultats qui seront intéressants, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Donc, la leçon qu'on peut tirer de cette mise en œuvre des matières plastiques recyclées, c'est de réapprendre à travailler par rapport aux caractéristiques thermiques de la matière et surtout ne pas se baser sur l'équivalent vierge de la matière. Donc, on va retravailler avec des températures adaptées à la matière. Et du coup, on va éliminer une très grande partie des problèmes qui peuvent survenir. Donc, globalement, j'ai mis un ordre de grandeur. En bas, une matière première recyclée se transforme à une température inférieure par rapport à du vierge, environ entre -5 et -20 degrés en fonction des matières. On a fait une petite analyse au niveau de la matériothèque sur un moule qui était outillé ici, on le voit un petit peu à droite, et en plus il était équipé de capteurs de pression empreinte Kistler, de façon à voir ce qui se passe réellement au niveau de la pièce dans l'outillage. On a réalisé des essais sur du polypropylène, de l'ABS et du PA recyclé. Alors pour être honnête, on a approvisionné chez des recycleurs dans leur gamme qui propose à la vente des polypros de façon aléatoire, des polyamides de façon aléatoire, des ABS de façon aléatoire.
On s'est un petit peu affranchi des charges pour limiter leur influence. On n'a pris que des matières non chargées. Dans un premier temps, on a utilisé une presse électrique et on a moulé, on a fait une comparaison entre une matière vierge, un polypro vierge par exemple, ou un ABS vierge, et puis l'équivalent en MPR, mais quand je dis équivalent, c'est des matières, et au niveau caractéristique de fluidité, on n'était pas tout à fait dans la même chose. Et on a fait des réglages conventionnels. Alors, juste pour expliquer un petit peu ce qui va se présenter derrière, juste pour rappeler la courbe de pression, on peut enregistrer ce qui se passe au niveau du remplissage, de la densification et du refroidissement au niveau des matières. Donc, on a réalisé pas mal de mesures. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, pour le polypropylène, on avait 2 grades recyclés et on s'aperçoit que les courbes se superposent complètement. Alors, elles ne se sont pas superposées comme ça, on a travaillé dessus. À gauche, en tout petit, vous avez un polypro qui avait, je dirais, une fluidité un peu plus élevée, donc du coup, la pression se transmettait beaucoup plus et la courbe en violet était un peu plus importante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué la température de transformation de cette matière et on a pu superposer la courbe. Il en était de même sur la courbe de droite, où si j'avais présenté la courbe initiale, la courbe mauve ou violette aurait été beaucoup plus basse que l'autre. Donc là, pour le coup, dans un cas, on a baissé la température, dans l'autre, on l'a monté parce que c'était un polypropylène qui était un grade plutôt pas loin d'être un grade d'extrusion, donc très, très visqueux. Donc on l'a remonté un petit peu en température et on voit que les courbes se superposent complètement. Ça veut dire que le process est strictement identique entre le vierge et le recyclé à l'ajustement de paramètres température près. On a aussi mesuré les cotes. Les dimensions sont quasiment identiques, avoisinent selon le grade de matière. Et ce qui est intéressant, c'est la dispersion. C'est-à-dire la dispersion, pour nous, c'est la reproductibilité du process. Et on a quasiment une dispersion sur 50 échantillons qui était identique, voire même meilleure. Donc on a un écart type relativement plus resserré que par rapport au même process avec une matière vierge. Donc c'est quelque chose qui est intéressant en termes de stabilité du process. Sur l'ABS, on a vu le résultat, on a pratiqué à peu près la même chose, on a rajouté les températures. On a pu voir simplement que sur ce type de matière, on a un refroidissement qui est un tout petit peu plus lent. Voilà, mais ça n'impacte pas de façon importante notre cycle de production. Là aussi, une dispersion en écart type qui est à peu près, enfin qui n'est même pas à peu près, c'est quasiment identique derrière au niveau du process, une fois qu'on a superposé les process, bien sûr. Et puis un petit cas particulier, mais ça c'est un petit peu normal, c'est le cas du polyamide. Donc du coup, on a eu un gros écart, on voit bien que les courbes sont absolument pas superposables. D'habitude, en fonction du grade, eh ben, on a une translation verticale, tandis que là, on a eu les translations dans les deux côtés, puisqu'on voit ici, au niveau du recyclé, un refroidissement qui est un peu différent. Ça, c'est normal. C'est ce que j'appelle le cas particulier des polyamides. Pourquoi? Tout simplement parce que les polyamides sont des matières plastiques qui sont énormément lubrifiés et stabilisés. Donc, ces additifs qu'on met dedans jouent un rôle extrêmement important dans le comportement de la matière à l'injection et ou la transformation même, parce que ce n'est pas que l'injection qui est sollicitée. Et le système a déjà été sollicité, bien sûr, lors des premières transformations. Donc, on a consommé, d'une certaine façon, ces additifs, ce qui rend leur comportement un tout petit peu différent. Mais en résultat, on a pu injecter des pièces sans aucun problème. On avait un dimensionnel identique et une dispersion statistique qui était quelquefois meilleure d'ailleurs que ce qu'on pouvait obtenir avec le même produit vierge. Donc, sur ces produits-là, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut avoir des points de vigilance. Regardez un petit peu la qualité de stabilisation des polyamides. C'est pour ça que si on passe par un recycleur et qui fait bien son métier, des fois, il peut, à la limite, réenrichir avec la matière avec des stabilisants. Et puis mesurer surtout aussi la qualité des tuvages, puisque sur un polyamide, ces gens qui transforment des polyamides et qui ont essayé avec un MPR, la qualité du tuvage est un petit peu plus délicat. On a un peu plus de mal à étuver correctement des polyamides recyclés. Donc il faut bien sûr une étuve qui fonctionne correctement pour éliminer ce problème. Alors les points de vigilance, quand on utilise un moule existant,
L'écoulement de matière, bien sûr, peut un peu varier. Et donc, du coup, on va utiliser un profil température adapté, donc généralement plus bas. On va porter une attention particulière à la qualité de plastification parce que du coup, comme on a consommé un peu les additifs, dans une matière polymère recyclée, on peut avoir aussi des mélanges de grades, notamment sur les polyoléfines. Il faut veiller à la qualité de la plastification. C'est quelque chose qu'on observe dans les entreprises. C'est un point qui n'est pas toujours bien appréhendé au niveau des techniciens sur les machines. Il faut vraiment qu'ils fassent attention à cette qualité de plastification. Et généralement, j'observe dans les entreprises que les gens, ils ont toujours un même profil et ils ne bougent pas du profil, ils ne touchent pas le profil, comme s'ils en avaient un peu peur d'ailleurs. Mais il faut travailler sur ce profil de température au niveau de la vis si on veut avoir quelque chose de correct. Il faut veiller bien sûr au rééquilibrage des empreintes. Là, j'étais dans un cas d'un outil empreinte ou des fois même bi-empreinte. Là, j'avais pas trop de soucis, mais quand on utilise un moule avec plusieurs empreintes, il va falloir retoucher un tout petit peu les vitesses d'injection, les températures de busette pour équilibrer les empreintes en termes de remplissage. Mais revalider le point de commutation, bien sûr, ça en principe c'est fait dans les procédures classiques. Et revalider un temps de maintien, puisque le refroidissement, on l'a vu, il n'est pas toujours de la même qualité, il peut être un peu plus gros, un peu plus long, généralement un tout petit peu plus long, et ajuster le profil de maintien si nécessaire. En général, un profil de maintien est un petit peu plus bas par rapport à un profil de maintien sur un vierge. Mais ceci dit, quand je dis plus bas, ainsi de suite, c'est vraiment des ajustements. Ce n'est pas un réglage complet, c'est vraiment un ajustement dans des valeurs qui sont relativement proches. J'attire aussi l'attention particulière sur le RPET. Généralement, quand les gens utilisent du RPET, ils sont confrontés à quelques petits problèmes. C'est normal, puisque la structure de base du PET est un petit peu particulière. Et surtout, que le RPET, souvent qu'on retrouve, c'est quelque chose qui est issu de PET qui sont destinés à l'injection soufflage. Donc, ils ont des grades derrière qui sont complètement différents des grades injection. Parce que quand on parle RPET, ce n'est pas du PET ici des connecteurs que celui qu'on utilise pour faire des connecteurs électriques. C'est un autre type de PET. Et donc, du coup, il y a une structure différente, donc qui requiert des réglages un petit peu particuliers, mais ça, c'est propre au PET. Il y a un autre aspect qu'on reproche souvent aux matières premières recyclées, et c'est l'aspect, notamment sur les polyoléfines, tout ce qui est polyéthylène et polypropylène en général. Et effectivement, on ne peut pas le nier. Ici, à gauche, vous avez un gemme qu'on a moulé avec un moulage conventionnel. Vous voyez, il y a des défauts, quelques défauts d'aspect. Et encore, là, j'avais travaillé un tout petit peu mes paramètres. Mais ça fait des petites traces qui ne sont pas toujours très propres. Et à droite, je vous ai mis le même gemme, c'est exactement la même matière, le même sac, avec un aspect complètement différent. Et là, on a travaillé tout simplement avec un process heat and cool, c'est-à-dire on a adapté un petit peu le process, on a chauffé un petit peu l'outillage de façon à pouvoir injecter la matière dans un moule plus chaud et du coup, l'aspect n'est plus un problème. Pour une précision, la matière que j'ai utilisée ici, c'est un PIR, donc un déchet post-industriel. Un rebut, parce que déchet, c'est pas très bien et c'est un peu péjoratif. Ce sont des rebuts de production. Voilà, donc là, on a fait un petit exemple là-dessus. Il y a encore des essais que l'on teste au niveau de la matériothèque sur certaines matières pour voir un petit peu cet aspect, pour atténuer ces défauts d'aspect. Juste un petit mot en passant, MPR et fabrication additive. La fabrication additive est aujourd'hui quelque chose qui rentre un petit peu non pas dans les mœurs, mais dans les entreprises, notamment au niveau de la FDM, la technologie de dépose de fil. Et bien là aussi, le secteur commence à être investi un petit peu avec des matériaux recyclés. On va retrouver des gammes qui, pour l'instant, sont limitées, mais ça va très, très vite dans la fabrication additive. Aujourd'hui, on retrouve de l'ABS recyclé, du PLA recyclé, des PETG recyclés, des polystyrènes choc, donc on appelle maintenant IHIPS, recyclés, et certains polyuréthanes recyclés. Il y a quelques exemples, il y a des gens comme Kimia, Ariane Place, BSF, Néophile 3D, qui commencent à proposer ce genre de matériaux. Également sur la technologie poudre, notamment les technologies utilisées par HP, entre autres, eux, ils se préoccupent du recyclage puisqu'ils recyclent quasiment 70 à 80% de la poudre qui est déjà utilisée pour fabriquer des
pièces en 3D, qui sont recyclées à chaque production. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui recycle la matière, la poudre, en permanence. Donc voilà, ça c'est pour être un peu plus dans l'air du temps. Il n'y a pas de gaspillage. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation un petit peu rapide de matières recyclées. Et je vais laisser la main à Marion. Ok, alors, tout d'abord, merci beaucoup Guy pour cette présentation. Donc, on a reçu pas mal de questions. On va pas se mentir, il y a certaines questions que je ne comprends pas, donc je pense qu'elles s'adressent à toi parce qu'elles sont quand même très techniques. Pour revenir peut-être sur les premières questions du début, sur lesquelles, pour ma part en tout cas, j'ai quelques éléments de réponse. On a une question sur le fait que les objectifs semblent un peu contradictoires avec 100% de plastique recyclé et puis après 1 million de tonnes. En fait, on ne parle pas des mêmes choses. L'objectif de 100% de plastique recyclé en 2025, c'est que les plastiques qui soient produits soient recyclés. Et l'objectif de 1 million de tonnes, c'est d'incorporer 1 million de tonnes de matière plastique recyclée dans nos produits. Donc voilà, donc après effectivement, si on regarde les consommations, il peut y avoir des écarts. Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une base de données qui est fiable, donc on a des objectifs qui sont ambitieux, qui sont affichés, mais bon, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas encore tous les éléments. Voilà. Ensuite, au niveau de la présentation, vous avez vu que vous avez un document qui est disponible là en téléchargement. Sachez qu'on a remis 2-3 choses à jour ce matin avec notamment toute la taxe plastique qui a été validée cette nuit. Et donc, le document qui sera disponible sur le site Internet sera actualisé avec le replay. Voilà. Ensuite, sur les acteurs français du recyclage chimique, je pense que Bibiane les a abordés un peu au cours de sa présentation. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ce sujet-là. Alors, je ne les connais pas tous, mais voilà, j'en ai présenté quelqu'un. Il y a Total qui va investir à Grand Puy, qui va aussi faire du biosourcé. En fait, ils veulent même céder certains actifs de production de polymères. Hein. Total change complètement de stratégie. Il y a Ineos, il y a Carbios. Il y en a beaucoup, en fait, des plus ou moins petits, des plus ou moins grands. Ce dont on parle évidemment le plus, ça va être les pétrochimistes parce qu'ils ont une puissance d'investissement qui n'a rien à voir avec celle de la PME, quoi. Mais voilà, moi je vais souvent faire des articles dessus, j'en mets tout le temps dans la veille. Après, si vraiment ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a un questionnaire à la fin, voilà, le type d'infos que vous voulez, mettez-le. Hein, si je vois qu'il y a pas mal de demandes pour une liste des acteurs avec, on va dire, je ne peux pas vous préciser quel grade il faut ou quoi, mais en France ou en Europe, de toute façon, je vais le faire, mais s'il faut, je le ferai vite, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors après, on a une question aussi sur est-ce que alors, les monomères issus du biodiesel peuvent être classés dans les matières plastiques recyclées? À mon sens, non, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, biodiesel, ça va être ce qui est biosourcé, matière plastique recyclée, c'est pas la même chose. Après, si vous avez du biosourcé qui est recyclé, bon, bah là, ça peut rentrer dans les matières plastiques recyclées. Mais je sais qu'on m'a souvent posé cette question quand on fait des webinaires sur Orplast 3, par exemple, où Orplast 3 a vraiment vocation à aider au financement de l'incorporation de matières plastiques recyclées. Et donc, si c'est pour incorporer du biosourcé comme du PLA, ça ne fonctionne pas. Par contre, maintenant, si vous êtes au niveau local et que vous avez un site qui fait du PLA et que vous vous dites ça serait vraiment bien de créer une solution locale de recyclage et de réutilisation de ce PLA, là, Orplast peut vous aider si vous voulez mettre en place ce genre de filière-là. Aujourd'hui, on n'en a quand même pas il me semble pas, en tout cas pas à notre connaissance, une filière de biosourcés recyclés. Voilà. Ensuite, Guy, on a une série de questions pour toi. Alors, compte tenu de l'heure, je ne sais pas si tu veux en prendre quelques-unes maintenant ou Je vais pas. en prendre quelques-unes, mais on répondra aux gens, bien sûr, là-dessus. J'apporte une précision quand même, dans le sens où j'ai abordé, bien sûr, le recyclage des matériaux monocomposants, bien sûr.
en sachant qu'il existe aussi des études pour le recyclage de matériaux qui sont déjà mélangés. Il y a des études qui sont dessus, il y a certaines personnes qui sont très avancées là-dessus en termes de recyclage sur des matériaux biphasiques ou bicomposants, mais ça nécessiterait beaucoup d'explications. Je vais reprendre simplement quelques questions où je peux donner une réponse rapide. Les MPR, j'ai une question sur l'impact sur la côte si on les mélange avec des matières vierges. Bon, je rappelle simplement que la plupart du temps, entre 20 et 30% de matière vierge dans de la matière, de MPR dans de la matière vierge, ça n'a pas un gros impact sur les côtes et ainsi de suite. Donc, on limite quand même pas mal les choses. Le but de ma présentation, c'était de présenter avec 100% de matière vierge. Certains peuvent les mélanger. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aujourd'hui en termes de pratique, qui utilisent la matière vierge à différents pourcentages et la matière recyclée incorporée bien sûr avec le pourcentage là-dedans. Ils utilisent surtout la matière vierge pour stabiliser entre guillemets leur process. Alors ça, oui, on ne peut pas en faire une généralité. Ça va dépendre aussi des matières recyclées. Donc on ne peut pas en faire une généralité là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est une pratique qui est tout à fait admise. Donc une matière recyclée avec une matière vierge de même nature, elles sont compatibles bien sûr. Il n'y a pas de problème. Bon, température moule, qu'est-ce que j'ai aussi comme autre élément? Bon, oui, est-ce qu'on a fait, j'ai fait les essais d'extrusion. Oui, enfin, beaucoup d'extrudeurs utilisent beaucoup de matières recyclées, alors soit d'un interne, soit à l'externe aussi. Il y en a ça marche très bien en recyclage. J'ai présenté quelque chose sur l'injection, mais ça marche très bien au niveau du recyclage. Voilà, autrement, après, on répondra parce qu'on est quand même limité dans le temps. Je répondrai aux autres questions après derrière par mail. Voilà. Eh ben, très bien. Dans ce cas-là, on va clôturer maintenant, puisque du coup, on a dépassé un petit peu nos délais. On espère que ce webinaire vous a plu. Donc, comme Diane vous disait, vous aurez un questionnaire de satisfaction à la suite. N'hésitez pas à nous faire remonter du coup quelques sujets. N'hésitez pas à nous dire aussi si ce format-là à 3 voix avec 3 pôles de compétences différents vous intéresse. Et puisque c'est vrai qu'on en avait fait un aussi sur les biosourcés. Et ça, c'était sur les bioplastiques au mois de mai. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc voilà. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et puis à bientôt.